Construire un barrage contre le Pacifique, rien que le titre ressemble déjà à une folie. Face à l'un des océans les plus immenses du monde, une femme s'acharne pourtant à résister. Mais voilà, chaque année, la mer revient et détruit les récoltes, inonde les terres, efface les barrages construits à la main par des centaines de paysans. Et malgré cela, cette femme recommence, encore et encore, comme si elle refusait d'accepter que le monde soit plus fort qu'elle. Bienvenue dans l'univers de Marguerite Duras, aujourd'hui avec un barrage contre le Pacifique. Vous écoutez Brume littéraire, le podcast qui explore les grands textes de la littérature. Avant de devenir l'une des grandes voix de la littérature française, Marguerite Duras grandit en Indochine coloniale, dans une pauvreté qui va la marquer toute sa vie. Son père meurt lorsqu'elle est encore enfant, et sa mère achète quelques années plus tard une concession au Cambodge, persuadée qu'elle pourra enfin offrir un avenir à ses enfants. Mais la terre est mauvaise, mais le sel brûle toutes les cultures, les barrages cèdent les uns après les autres, et la famille s'enfonce lentement dans la misère, l'épuisement, et parfois même une forme de folie. C'est en 1950 que Marguerite Duras transforme cette histoire en roman, avec Un barrage contre le Pacifique, son premier grand succès, qui manque de peu de remporter le prix Goncourt. Mais ce livre dépasse très vite le simple récit autobiographique, parce que ce barrage devient peu à peu autre chose, le symbole d'une lutte impossible, une lutte contre la mer, contre la pauvreté, contre tout le système colonial, et peut-être même contre le réel lui-même. Chez Duras, les personnages continuent souvent d'espérer, alors que tout semble déjà perdu, et c'est précisément ce qui les rend si bouleversants. Alors, comme d'habitude, plongeons dans le texte par son résumé, avant d'en analyser les thématiques principales, pour essayer de comprendre pourquoi ce texte résonne encore aujourd'hui. Alors pour poser le contexte, on est en Indochine, dans la région de la plaine de Ram, où une institutrice française habite avec ses deux enfants, Joseph, âgé d'une vingtaine d'années, et Suzanne, âgée de 16 ans. Ils habitent dans une concession au bord de la mer de Chine, que la mer ne va cesser d'appeler dans ce récit l'océan Pacifique, sans doute pour lui donner encore plus de force et pas mal de prestige aussi. C'est séduit par la vie coloniale que cette institutrice a quitté la France pour l'Indochine avec son mari, mais ce dernier décède assez rapidement, laissant une mère seule avec ses deux enfants. Et c'est là que commence notre récit avec une scène bien particulière, la mort d'un cheval. Le cheval était déjà vieux lorsqu'il l'avait acheté. Trop vieux pour tirer quoi que ce soit, trop vieux pour travailler sous cette chaleur, trop vieux même pour porter de vrais espoirs. Mais pourtant, cette famille, qu'on va lentement apprendre à connaître, n'a presque plus rien. Et ce cheval, même s'il est vieux et même si on le sent faible, il représente encore une possibilité. On se dit que peut-être qu'avec lui, on pourra transporter des marchandises jusqu'à Ram, un petit village qui se trouve à quelques kilomètres de là où ils habitent. Les possibilités s'ouvrent désormais. On imagine déjà gagner un peu d'argent et surtout, sortir de cette immobilité que la solitude impose. Enfin, quelque chose était sur le point de bouger. Mais dans ce texte-là, les rêves naissent souvent déjà condamnés, puisque le cheval tient à peine 8 jours avant de mourir. Et cette mort occupe déjà les toutes premières lignes du récit. On lit les espoirs de cette petite famille, alors qu'on sait déjà que leurs rêves vont se briser. Et ce début, il est remarquable parce qu'il contient déjà tout le roman. Cet animal épuisé, usé jusqu'à l'os, qui continue malgré tout à avancer, alors qu'il n'en a plus la force, eh bien il annonce discrètement quelque chose. Puisque bien plus tard, on retrouvera presque la même image avec la mère elle-même. Une femme détruite, obstinée, incapable pourtant d'abandonner sa lutte contre la mer. Mais chaque chose en son temps, revenons au début du récit. Avec la mort de ce cheval, le roman nous enferme dans la plaine, avec ce sentiment de ne jamais pouvoir en sortir. Une plaine brûlée par le sel, une terre où rien ne pousse vraiment. Il fait chaud en permanence et l'air semble immobile. Le bungalow familial où ils habitent tombe lentement en ruine, au milieu d'un paysage écrasé par la fatigue et la pauvreté. Et comme bien souvent dans la littérature, et dans la vraie vie aussi, les lieux et les décors influencent. Certains diront peut-être même qu'ils contaminent les personnages eux-mêmes.
Il stagne tant physiquement que psychiquement. Chez Duras, les lieux ne servent jamais simplement de décor, les journées se ressemblent et les rêves tournent en rond. Mais le temps, lui, paraît ralentir. Ces personnages, il est maintenant temps que je vous les présente plus en détail. D'abord, il y a la mère. L'autrice ne lui donne jamais de prénom, elle devient simplement la mère, comme une figure immense réduite à sa fonction. Depuis des années, elle tente obstinément de construire des barrages pour empêcher la mer de Chine, qu'elle appelle donc dans le récit l'océan Pacifique, d'inonder ses terres. Vous comprenez maintenant le titre du livre. Sauf que voilà, chaque 16 ans, les vagues détruisent tout. Mais elle recommence quand même. Elle passe son temps à faire des calculs, écrire des lettres, imaginer des solutions impossibles en mobilisant tout le village. La haine est aussi extrêmement présente dans ce personnage. Elle ne cesse de pester contre les agents du cadastre qui lui ont vendu cette concession infertile. Et c'est un personnage tant attachant qu'énervant. Par moments, son obstination ressemble à du courage, et d'autres fois, on se dit qu'elle est simplement folle. Le père, lui, est mort depuis longtemps déjà. Et depuis cette disparition, la mère tente seule de maintenir quelque chose debout dans cette concession détruite. Le deuxième personnage de notre texte, c'est Joseph, le fils. Il est violent, instable, traversé par une colère permanente. Il chasse dans la forêt, répare sans cesse la vieille voiture familiale et disparaît parfois pendant plusieurs jours. Et chez lui, le désir de fuite existe déjà partout. Le cheval, c'était son idée. Et il refuse instinctivement cette vie immobile et misérable, même s'il ne sait pas encore comment y échapper. Et enfin, troisième personnage, peut-être le plus important du récit, Suzanne. Elle est plus jeune que Joseph, qui lui a une vingtaine d'années, elle a 16 ans. Un âge où l'on n'est plus vraiment une enfant, mais pas encore une adulte non plus. Elle est assez passive et passe plus de temps à observer qu'à parler. Son premier point d'ancrage, c'est la route devant leur bungalow miteux, où elle espère qu'un jour, une voiture s'arrête pour l'emporter, loin d'ici. Toute une partie du roman repose sur cette attente, presque immobile, et ce combat acharné de la mère. Ce que les enfants veulent vraiment, c'est juste un départ. Ils rêvent d'ailleurs, et de vivre autre chose, peut-être une étape pour devenir vraiment adultes. Et cette première étape, cette fuite pour pouvoir évoluer, elle porte un nom, Ram. Ram, c'est le petit village voisin. On n'est pas encore dans une ville immense, mais elle symbolise déjà l'ailleurs, le monde civilisé où le mouvement prédomine. On y roule en voiture, on écoute un peu de musique dans le café, et il y a aussi quelques hommes riches qui pourraient nous permettre de nous échapper encore plus loin. Alors, après la mort du cheval, ils décident de faire une petite excursion à Ram, et c'est à ce moment-là que le roman change brusquement de rythme. On sort de cette immobilité, et surtout on rencontre d'autres personnages, dont l'un des plus importants, Monsieur Joe. C'est un homme assez étrange. Au premier regard, il paraît presque ridicule parce que d'un côté, il semble riche avec une voiture luxueuse, des vêtements très élégants, un diamant énorme au doigt, mais de l'autre côté, il est maladroit dans ses gestes, presque un peu grotesque. Il bégaye, il transpire beaucoup et semble constamment gêné par lui-même. Bref, c'est le genre de personnage qu'on aurait tendance à réduire à une caricature de riche colonial décadent. Mais Duras refuse justement d'en faire un simple monstre. Que ce soit dans sa critique coloniale, sur laquelle on reviendra, il serait trop simple de désigner un méchant et un mauvais personnage qui justifierait le tout. Non. Derrière le ridicule, il y a aussi quelque chose de profondément pathétique, et un homme qui n'est pas forcément heureux. Et suite à cette première rencontre, Monsieur Joe est fasciné par Suzanne, d'une manière parfois malsaine, mais aussi très sincère. Plus que de simplement la désirer, il veut être aimé par elle. Bien qu'il sente très vite que cet amour est impossible. Mais quand même, il va rendre bien souvent visite à la famille dans leur bungalow, absolument misérable, alors que lui arrive au volant de sa magnifique voiture. La mère, elle, y voit tout de suite une opportunité à ne pas rater. Elle surveille toutes leurs entrevues pour empêcher tout contact physique et la seule solution pour Monsieur Joe est donc d'épouser Suzanne. De cette manière, la mère saura sa fille en sécurité financière, bien loin de ce monde qui l'enfermait jusqu'alors. Et c'est en cela que cette rencontre représente un changement radical dans le roman. En fait, petit à petit, Suzanne commence à se voir autrement, et notamment à travers le regard des autres. Puisque dans la plaine, elle attendait simplement qu'une voiture s'arrête un jour devant le bungalow, elle était coincée dans son cercle familial et dans ses propres illusions. À Ram, tout semble différent.
puisque ses rêves commencent soudain à prendre une forme concrète. Et ce changement, c'est Monsieur Joe, qui lui, de son côté, rentre dans le jeu de la mère et va essayer presque de soudoyer Suzanne en lui offrant des beaux objets et des beaux habits. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle sait qu'elle ne va pas aimer cet homme, et pourtant, il représente pour elle cet ultime espoir de s'en sortir. Et ce contraste, il est aussi très matériel. Il y a la voiture de Monsieur Joe, qui est belle et brillante. Il y a aussi le beau diamant qu'il a à son doigt et qui semble être une sorte de promesse absurde de richesse et d'ascension sociale. Alors qu'on se le dise, il y a quand même un gros contraste entre la mère de Suzanne, qui se bat contre un problème concret, c'est-à-dire l'eau salée qui rend sa terre incultivable, et de l'autre côté, la jeune fille qui se rapproche d'un homme qui a cette pierre précieuse, symbole de luxure, mais aussi d'inutilité. Ce caillou, en réalité, ne sert à rien, sauf dans sa dimension symbolique. Mais voilà, ce sont deux combats perdus d'avance. On y reviendra. Parmi tous ces objets qu'il faut citer, il y a aussi le phonographe de Monsieur Joe, qui devient l'un des objets les plus importants du roman. Un ailleurs encore plus grand qu'initialement imaginé se profile à travers ses voix et ses sons que l'on peut entendre. L'ailleurs se rapproche et Suzanne sent que ce monde lui ouvre ses portes. Mais voilà, plus elle s'approche de cet univers, plus quelque chose devient ambigu. Parce qu'elle comprend progressivement que le regard des autres peut lui donner une existence, mais aussi la transformer elle-même en objet. Et c'est une idée qui explose dans l'une des scènes les plus célèbres du roman, la scène de la salle de bain. Pour poser le contexte, Suzanne et Monsieur Joe entretiennent donc une relation platonique jusqu'alors, un peu stérile et animée par son désir de la posséder et le désir de Suzanne de découvrir un autre monde. Et un jour, alors qu'elle prend son bain, Monsieur Joe lui demande de le laisser la voir nue. La scène est étrange, un peu inattendue. Il insiste et Suzanne hésite, peut-être aussi par crainte de ce qu'elle pourrait perdre si elle n'accède pas à sa demande. Et dans ce passage qu'il faut absolument que vous lisiez un jour, Duras ne tombe pas dans la simplicité. Les sentiments et surtout leur complexité y sont développés. Suzanne, elle, ressent à la fois du dégoût, de la peur, mais aussi une forme de curiosité troublante. Pour la première fois, elle sent qu'un homme la regarde véritablement comme une femme. Et à travers cette demande, qui la choque initialement, le désir semble possible pendant quelques instants. Mais là, où le rapport est malsain, c'est que Monsieur Joe lui offre le phonographe en échange de la voir nue, quelques instants. Et voilà, c'est fait. Le désir cesse d'être un désir. Il devient une transaction. Et c'est l'un des grands thèmes du roman, puisque chez l'autrice, l'argent finit toujours par contaminer les relations humaines. Que ce soit le corps, le désir ou encore l'amour, tout semble progressivement entrer dans une logique d'échange, parfois même de prostitution diffuse. Et le symbole parfait de cette ambiguïté, c'est le diamant. Parce que cette pierre précieuse, Monsieur Joe ne l'a plus. Il l'a offert à Suzanne pour la convaincre de l'épouser. Mais voilà, c'est le tournant du livre. Parce que le diamant représente tout à la fois. La richesse, la survie, mais aussi l'humiliation et surtout la dépendance. On ne peut pas juste offrir un cadeau pour créer un sentiment amoureux chez l'autre. Et même s'il en est conscient, Monsieur Joe l'espère quand même. Sauf que voilà, cet objet marquera la fin de leur relation. Et plus que cela, d'ailleurs, Joseph va chasser Monsieur Joe et Suzanne se fera battre par sa mère qui est convaincue qu'elle a eu des rapports sexuels pour obtenir la pierre précieuse. La violence familiale revient. Après avoir moralement forcé Suzanne, la voilà à nouveau confrontée à la violence physique. Mais malgré toutes ces réactions, le diamant reste quand même une possibilité pour la famille de s'émanciper et de s'élever. Ils vont alors partir pour la ville, Saigon, pour vendre le diamant. On s'éloigne donc de plus en plus du bungalow miteux. Et les voilà arrivés à Saigon. La famille descend à l'hôtel central qui est tenu par Carmen, une amie de longue date, figure à la fois libre, lucide et déjà parfaitement adaptée à ce monde où les corps, l'argent et les relations se mélangent sans cesse. Carmen connaît bien Joseph, elle connaît aussi la famille et elle comprend que Suzanne doit sortir de l'emprise de sa mère ou du moins apprendre à exister autrement qu'à travers ses attentes, cette misère et son obsession des barrages qui ne peut pas aboutir. Mais revenons à la raison de leur venue en ville. Il faut vendre le diamant offert par Monsieur Joe. Et là encore, l'espoir se transforme en déception.
Les bijoutiers examinent la pierre et découvrent qu'elle contient un défaut, un crapaud, comme on dit, qui en fait brutalement chuter la valeur. Ce diamant, que la mère imaginait pouvoir vendre pour une somme immense, ne vaut en réalité pas grand-chose. Mais vous commencez à la connaître. Elle s'acharne, comme toujours. Elle passe de bijouterie en bijouterie, tente de négocier, refuse de céder, comme si elle pouvait encore arracher au monde la somme qu'elle estime lui être due. Et pendant ce temps-là, Suzanne en profite pour découvrir la ville. Carmen, qui l'a prise sous son aile, l'encourage à prendre son indépendance vis-à-vis de sa mère, et pour ce faire, elle va la soutenir à tous les niveaux. Elle lui donne aussi des vêtements plus élégants et l'encourage à se promener dans les hauts quartiers, là où circulent les riches, les Européens bien habillés, les femmes qui semblent appartenir naturellement à ce monde dont Suzanne pourtant reste exclue. Mais voilà, cette première promenade est violente puisque notre protagoniste ne se sent pas élevé par la ville, mais plutôt jugé. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle prend conscience de sa pauvreté, de son corps qu'elle ne maîtrise pas totalement et qu'elle bouge maladroitement. La différence sociale semble lui coller à la peau, et là où elle pensait découvrir le luxe, c'est plutôt la honte qui prend le dessus. Le seul véritable refuge pour elle reste le cinéma. Dans l'obscurité de la salle, plus de regard, plus d'humiliation, et la misère aussi semble suspendue pendant quelques instants. Le monde qu'on y observe ne juge pas et semble si vaste, si romanesque. C'est ça, le vrai rêve, pourtant encore plus inaccessible. Et en parallèle de tout ça, c'est aussi en ville que Joseph s'éloigne de plus en plus. Il disparaît avec la voiture, laissant sa mère et Suzanne prisonnières de l'hôtel central pendant parfois plusieurs jours. Plus tard, il confiera à Carmen qu'il est tombé amoureux d'une femme, Lina. Et en réalité, cet amour, c'est ce qui le libère de son rôle. Avec la mort de son père, il s'est retrouvé bloqué, obligé de prendre une place qui ne devrait pas être la sienne. Il se libère par la fuite de cette vie qui l'étouffait de plus en plus. Mais voilà, la vie sentimentale de Suzanne n'est pas en reste. Carmen lui présente un jour un certain monsieur Barner, un homme d'une quarantaine d'années, installé confortablement, qui cherche à épouser une jeune Française vierge. Mais c'est encore pire qu'avec monsieur Joe. Suzanne le méprise profondément, mais elle accepte quand même d'entrer dans cette logique et de l'épouser à une condition. Cet homme doit écrire à sa mère une lettre capable de garantir une forme de sécurité. Le naturel des relations n'existe pas, et à nouveau, tout rapport homme-femme semble traversé par l'argent, par la nécessité et par l'idée qu'un mariage pourrait devenir une solution économique. Mais voilà, finalement, la mère et Suzanne refusent cette union. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on revoit Monsieur Joe dans les hauts quartiers. Ils se retrouvent, vivant ensemble au cinéma, mais les sentiments des deux protagonistes n'ont pas changé. Lorsqu'il essaye de l'embrasser, elle le repousse. On est maintenant loin de la jeune fille qui attendait qu'une voiture s'arrête devant le bungalow. On sent qu'elle a mûri et qu'elle comprend maintenant mieux les regards, les désirs, les promesses et surtout ce qu'ils peuvent coûter. Puis un jour, surprise, le diamant finit par être vendu. On l'avait presque oublié, mais c'est Joseph qui téléphone à Carmen pour annoncer qu'il a réussi l'impossible. C'est Lina, sa copine, qui l'achète pour 20 000 francs. La somme paraît enfin correspondre à l'espoir de sa mère. Grâce à cet argent, elle peut rembourser certaines dettes et recommencer à imaginer de nouveaux projets, de nouveaux prêts et de nouveaux barrages, peut-être. La mission est accomplie et ça signifie qu'il est temps de rentrer. Retour dans le bungalow miteux. Pendant tout le trajet du retour, la mère se remet à parler d'avenir comme si tout ce qu'on avait lu jusqu'à maintenant n'avait pas existé. Sauf qu'on n'efface pas le passé et l'illusion ne dure pas. Toutes les banques refusent ses demandes et Joseph révèle finalement que Lina, après lui avoir acheté le diamant, le lui a rendu. La pierre réapparaît alors, sortie de sa poche, comme un objet maudit qui refuse de quitter la famille. Le diamant, censé les sauver, revient avec eux comme reviennent toujours les échecs dans ce roman, avec une sorte de fatalité, calme et cruelle. C'est alors qu'on assiste à l'une des rares discussions sincères entre le frère et sa sœur. Il lui annonce vouloir partir. Il vend le phonographe de Monsieur Joe en attendant de retrouver Lina. Et il va en profiter pour lui raconter comment il a rencontré cette femme au cinéma, quand il était allé avec son mari. Il l'a suivie, ils ont passé 8 jours ensemble. Et tiens, tout d'un coup, Joseph ne nous apparaît pas juste comme un personnage violent, mais presque aussi comme un pendant masculin de Suzanne. Mais on reviendra sur tous ces points-là. La différence entre les deux,
c'est surtout que contrairement à Suzanne, il a trouvé une brèche pour s'échapper. Mais juste avant de partir, il montre aussi à Suzanne la lettre écrite par leur mère aux agents du cadastre. Une lettre qui concentre toute la colère de la famille. Elle rappelle l'argent perdu, la concession infertile, les années de travail et d'humiliation. Joseph veut que Suzanne n'oublie jamais ce qu'on leur a fait, ni ce que leur mère a enduré avant de quitter la concession, laissant donc Suzanne seule avec la mère, seule face à cette plaine qui semble se refermer encore davantage. Et peu de temps après, la mère tombe malade et reste alitée de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Tandis que Suzanne, comme au début du roman, elle continue d'attendre qu'une voiture s'arrête sur la piste. C'est alors qu'Agosti, un homme de la plaine, entre davantage dans sa vie. La mère lui demande de l'aider à vendre le diamant et en parallèle, Suzanne se rapproche de lui. Avec cet homme, quelque chose à nouveau se déplace. On n'a toujours pas un amour absolu. C'est toujours pas le grand départ rêvé, mais une étape de plus qu'elle franchit. C'est avec lui qu'elle va vivre sa première nuit d'amour. Sauf que, sans transition, elle lui annonce qu'elle ne l'épousera pas. Son rêve n'a pas changé, elle veut tout faire pour partir d'ici, et justement pas, pour s'y ancrer encore davantage. Et un peu paradoxalement, c'est la mort de sa mère qui va la libérer. Un soir, alors qu'elle revient avec Agosti, il découvre la mère plongée dans le coma, et quelques heures plus tard, elle meurt. Un décès sobre et silencieux, marqué par l'absence des autres personnages. Vous le devinez, cette scène très précise fait bien sûr écho à la toute première du roman. Comme le cheval, elle a tenu jusqu'à l'épuisement. Elle a lutté plus encore qu'elle ne le pouvait, contre la mer, contre l'océan, contre l'administration, contre la misère, contre l'évidence même de l'échec. On tourne les dernières pages du roman pour retrouver Joseph, qui revient brièvement pour l'enterrement. Sa famille, il l'a pas oublié. Et il veut même plus que cela. Il veut que la colère de sa mère perdure à travers les autres habitants de la plaine. Agosti, de son côté, demande alors à Suzanne de rester avec lui, mais elle refuse. Pour elle, c'est le moment idéal pour partir. Elle veut rejoindre la ville aux côtés de Joseph et de Lina. Et c'est comme ça que le roman se termine. Un échec, encore un, avec les barrages qui ont cédé et la mort de cette mère, de ce personnage si ambigu. Pourtant, dans cet univers où tout semble condamné à l'échec, le simple départ de Suzanne devient déjà une forme de libération. Voilà pour le résumé, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Parce que maintenant qu'on a terminé le roman, on se rend compte que Marguerite Duras raconte beaucoup plus qu'une simple histoire familiale. Déjà, le contexte, on s'y attend pas forcément, mais derrière tous ces personnages, il y a cette chose immense qui écrase tous les personnages, sans exception, le système colonial. Et tout commence avec ce barrage. Rappelez-vous, pendant une grande partie du roman, la mer s'acharne à construire ces barrages dérisoires pour empêcher l'océan d'engloutir ses terres. Et ce barrage se trouve même dans le titre du roman. Mais en réalité, on comprend que ce barrage dépasse largement sa fonction concrète, puisqu'il est le symbole d'une lutte impossible qui est perdue d'avance. D'abord, une lutte contre la nature, bien évidemment. Face à la mer de Chine, que la mer s'efforce d'appeler le Pacifique, les barrages paraissent absurdes dès le départ. L'océan est immense, presque éternel, alors que les personnages n'ont ni argent, ni moyens, ni véritable pouvoir. Chaque année, l'océan détruit tout, et pourtant, chaque année, la mer recommence malgré tout. Voilà pour l'explicite. Mais implicitement, le barrage, c'est aussi une lutte contre la pauvreté. Toute la famille vit dans l'idée qu'il suffirait peut-être d'un dernier effort, d'une dernière tentative pour sortir enfin de cette misère. Or, le roman montre précisément l'inverse. Plus on lutte, plus on s'épuise. Et surtout, peut-être plus important encore, ce barrage devient une lutte contre le réel lui-même. La mère refuse d'accepter que cette terre est perdue depuis le début. Elle s'est fait avoir lors de son achat. Le système colonial s'est joué d'elle et elle se retrouve contrainte de soit s'obstiner, soit d'accepter que c'est un système qui ne fonctionne pas. Mais vous savez ce qu'elle décide de faire, elle refuse d'abandonner ce rêve colonial qui promettait richesse et réussite aux colons partis faire fortune en Indochine. Et là, Duras devient extrêmement violente, parce qu'elle démonte complètement le mythe colonial.
Dans beaucoup de récits coloniaux plus anciens, elles apparaissaient encore comme des territoires d'aventure, d'exotisme ou de réussite économique. On nous vend un avenir aussi bien qu'une mission que l'on accomplit pour le bien de l'humanité. Sauf que là, dans ce texte, il suffit de lire la première page pour réaliser que tout est en réalité déjà pourri. L'administration est corrompue, comme le montrent les agents du cadastre qui vendent volontairement des terres infertiles. Les riches coloniaux vivent dans le luxe, pendant que les travailleurs, indigènes bien souvent, meurent dans les rizières ou sur les chantiers. Seule une poignée d'hommes et de femmes s'en sortent bien, souvent en déléguant les violences et la misère à autrui. Donc pour faire simple, le roman montre un monde entièrement organisé autour de l'exploitation. Et ce qui est très fort, c'est que cette violence reste souvent diffuse. Vous vous souvenez peut-être de mon épisode de Brume littéraire que j'avais fait sur Joseph Conrad et son livre Au cœur des ténèbres. J'en profite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est pour moi l'un des plus grands textes de la littérature mondiale. Mais pour faire simple, dans ce récit, on s'enfonce dans les terres, en remontant le fleuve Congo. Et plus on s'approche de la source, plus les scènes violentes se multiplient, et plus le personnage principal comprend un système qu'il met continuellement en lien avec l'enfer de Dante. Chez Duras, le processus est inverse. Plutôt que d'expliquer des scènes précises dans lesquelles on lirait ces actes barbares, elle montre une violence lente, quotidienne et presque normalisée. Une violence qui se répercute jusque dans les paysages. Et c'est là qu'on peut peut-être tout de même rapprocher Duras et Conrad. Chez les deux auteurs, la civilisation européenne prétend apporter le progrès tout en dissimulant une immense brutalité. Derrière les beaux discours, il y a l'exploitation, la domination et la destruction humaine. Dans Un barrage contre le Pacifique, personne ne sort vraiment du lot. Les personnages fatigués essayent simplement de tenir debout dans un système qui les détruit lentement. Et c'est justement ce qui rend la figure de la mère tragique. Parce qu'elle aussi est évidemment une victime. Elle a été trompée, ruinée, abandonnée par l'administration coloniale et toute sa vie a été broyée par cette concession infertile. Mais en même temps, elle reste quand même prisonnière de ce rêve colonial. Parce qu'elle continue de croire qu'il existe quelque part une solution, même après tous les échecs. L'illusion est complète et elle n'arrive pas à s'en échapper autrement que par la mort. Et c'est aussi ce que je trouve marquant chez Marguerite Duras. On a souvent face à nous des personnages qui comprennent que le monde est perdu, mais qui continuent tout de même à espérer, comme si abandonner leurs rêves revenait finalement à disparaître entièrement. C'est aussi un immense roman sur le désir et plus précisément sur la manière dont une jeune fille apprend progressivement à exister dans et par le regard des autres. Parce qu'au fond, quand on y repense, tout le parcours de Suzanne tourne autour de cette question: comment devenir quelqu'un dans un monde qui vous écrase ou vous ignore ? Au début du roman, elle est encore dans une forme d'attente passive. En lien aussi avec son âge, elle subit les illusions de sa mère et elle regarde continuellement la route devant le bungalow en espérant qu'une voiture s'arrête pour l'emmener voir ce qui existe ailleurs. Elle est encore entre l'enfance et l'âge adulte, mais le roman de Duras va la transformer page après page. Et cette transformation passe justement par le regard des autres. C'est particulièrement visible avec Monsieur Joe. Pour la première fois, un homme la regarde réellement, comme une femme et non comme une fille ou comme une sœur. Et ce regard produit quelque chose de très ambigu, qui est aussi étrangement décrit par l'autrice. Suzanne découvre qu'être désirée lui donne une forme d'existence nouvelle, comme si elle devenait enfin visible. Mais cette visibilité vient aussi avec tous les défauts qu'on lui connaît. Parce qu'au moment même où Suzanne accède à cette nouvelle existence, elle comprend aussi que ce regard peut la réduire à un objet. Et c'est d'ailleurs tout le sens de la scène de la salle de bain, qui repose sur cette tension. Il y a ce désir de vivre quelque chose de nouveau, mais le vrai problème, c'est que Monsieur Joe lui offre un phonographe en échange. La nudité devient alors une simple transaction, et Suzanne refuse d'être achetée et de devenir une valeur que l'on échange. Et c'est aussi cette scène qui donne au roman sa modernité. Parce que Duras montre comment le désir féminin peut être constamment récupéré, presque transformé en marchandise par le monde social autour de lui, et très fréquemment aussi par le regard masculin qu'on porte sur elle. Vous trouverez d'ailleurs dans ce roman que très peu de grandes discussions amoureuses ou sentimentales de la part de Suzanne. Chez elle, les émotions passent surtout par les sensations. Par la musique d'abord, mais aussi bien évidemment par le cinéma.
qui joue un rôle immense avec ses images romantiques qui nourrissent les rêves de Suzanne. Et puis aussi, il y a les objets. La voiture de Monsieur Joe, le diamant, le phonographe, les robes, les lumières de la ville. Bref, chez Duras, le désir circule dans les regards, dans les silences et dans les matières, beaucoup plus que dans les mots eux-mêmes. Et pour toute personne qui a déjà lu ce roman, je pense que vous vous souvenez bien de cette atmosphère étrange qui traverse tout le texte. Et je pense que c'est justement dû à cela. Mais on y revient. Cette sensualité reste constamment contaminée par l'argent et ça reste aussi l'une des vérités que nous fait comprendre le livre. Il n'existe presque aucune relation totalement innocente dans la vie, ou en tout cas dans un barrage contre le Pacifique. Derrière le désir apparaît toujours une logique d'échange, de pouvoir ou de survie. Monsieur Joe offre des cadeaux à Suzanne, la mère espère vendre le diamant pour sauver la famille, et même les relations amoureuses semblent traversées par des rapports économiques invisibles. L'autrice décrit ainsi une forme de prostitution diffuse qui dépasse largement la sexualité elle-même, puisque tout le monde vend quelque chose, que ce soit son corps, ses rêves, son avenir ou simplement sa dignité pour continuer à survivre. L'autrice ne condamne selon moi pas vraiment les personnages qui prennent part à ces transactions, car elles le font pour continuer à vivre et essayer de se frayer un chemin. Elle critique plutôt tout le système qui nous impose ces transactions. Il faut apprendre à vivre avec ces contraintes qui nous figent dans un rôle ou une position qu'on préférait souvent ne pas avoir. Et d'ailleurs, on entend parfois que le livre est une sorte de roman d'apprentissage dans lequel les personnages apprennent des choses et progressent dans le monde qui les entoure. Sauf que voilà, ici, c'est pas du tout ce qui se passe. Suzanne n'apprend ni à réussir, ni à s'intégrer. C'est le contraire, peut-être même, qui se passe. Plus elle découvre le monde colonial, plus elle apprend sa violence et son hypocrisie. Son apprentissage consiste surtout à survivre intérieurement sans se laisser entièrement détruire. Et voilà, peu à peu, elle entrevoit aussi que la seule solution pour échapper à un système malade, c'est de partir. Partir de la plaine, partir du regard des autres, partir même de certaines dépendances affectives, notamment du lien extrêmement fort qui l'unit à Joseph pendant une grande partie du roman. Parce que leur relation est essentielle dans le livre. Suzanne regarde souvent le monde à travers lui, elle l'admire, le suit, vit presque dans son ombre, sauf qu'épouser la vision d'un autre et vivre à travers lui, c'est s'enfermer encore un peu davantage. On dépend des actions de quelqu'un d'autre et on cesse d'avancer sur son propre chemin. Et c'est d'ailleurs pas elle qui va réussir à s'émanciper. C'est une décision de son frère qui va la forcer à le faire. Lorsqu'il s'enfuit et qu'il commence sa relation avec Lina, il y a une séparation progressive qui offre tant à Joseph qu'à Suzanne une manière de devenir enfin des individus à part entière. Dans ce roman donc, les deux enfants grandissent et apprennent lentement que devenir adulte signifie aussi se détacher suffisamment pour pouvoir continuer à vivre. On pourrait parler de ce livre pendant encore des heures, tant les thématiques y sont riches, mais il y en a une dernière dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous. Parce que plus on avance dans un barrage contre le Pacifique, plus on comprend que ce roman parle aussi de mémoire. Cette mémoire n'est pas parfaitement fidèle ou documentaire, mais plutôt transformée par le regard de l'écrivaine et remodelée par les émotions, les souvenirs et le temps. Cette idée apparaît notamment à travers le cinéma, qui occupe une place essentielle dans le texte. C'est l'un des rares endroits où Suzanne peut momentanément échapper au réel, puisque lorsqu'elle entre dans une salle obscure, sa vie disparaît pendant quelques heures. Il n'y a plus cette chaleur écrasante, plus de pauvreté, et aussi, il n'y a plus le regard des autres. Devant l'écran, elle découvre qu'un ailleurs est possible, avec des héroïnes élégantes, des histoires d'amour absolues, des vies qui semblent infiniment plus vastes et plus lumineuses que la sienne. Le cinéma devient alors une suspension du monde réel que l'on peut associer à une promesse de fuite. Et tiens, c'est pas un hasard. Vous savez peut-être que Duras sera aussi cinéaste un peu plus tard dans sa vie, et cette faculté de faire vivre les images est déjà visible dans notre roman du jour. Elle possède déjà cette manière très particulière de construire des images, de ralentir le temps, de faire exister les silences, les regards ou les gestes minuscules. On retrouve dans ce texte tout ce qui traversera ensuite son œuvre. Les répétitions, chères à son style, les scènes suspendues, les personnages enfermés dans leurs souvenirs, et cette impression constante que le passé continue de hanter le présent.
Parce qu'on le rappelle, ce livre est le premier grand succès de Marguerite Duras et il est antérieur à ses autres grands textes comme par exemple Moderato Cantabile, Le ravissement de Lolwestein ou encore L'amant qui paraîtra 34 ans plus tard. C'est comme si ce premier grand texte, ce premier succès devait passer par une autrice qui revient vers sa propre enfance. Et oui, on en a assez peu parlé jusqu'à maintenant, mais le roman s'inspire directement de ce qu'elle a vécu en Indochine coloniale. Sa mère a réellement acheté une concession rendue infertile par le sel. La pauvreté de la famille, les barrages détruits par la mer, le sentiment d'abandon, tout cela vient de son histoire personnelle. Alors, qu'on se comprenne, on n'est pas dans une autobiographie au sens strict du terme. Marguerite Duras transforme les êtres réels en personnages littéraires, Suzanne n'est pas totalement un alter ego, Joseph semble mélanger plusieurs figures réelles, notamment ses frères, et Monsieur Joe retravaille déjà certains éléments que l'on retrouvera bien plus tard dans L'amant. Autrement dit, l'autrice ne raconte pas simplement sa vie, elle la reconstruit par l'écriture. Et c'est aussi ce qui donne au roman sa puissance. L'expérience individuelle devient une expérience collective à laquelle des lectrices et des lecteurs peuvent s'identifier. À travers cette famille perdue dans la plaine et ce contexte historique assez précis, Duras parle aussi de grandes thématiques comme la pauvreté, le désir, l'humiliation sociale, l'enfance, la mémoire et toutes ces luttes impossibles que les êtres humains continuent, malgré tout, à mener. Mais revenons-en pour terminer au barrage qui occupe non seulement le titre du texte, mais aussi qu'il traverse de bout en bout. Et en réalité, ils échouent tous. L'océan finit toujours par revenir, les terres restent stériles, la mer s'épuise dans un combat perdu d'avance, et rien ne résiste véritablement au Pacifique. Les barrages internes aussi, ceux qu'on essaye de poser pour se protéger et pour protéger les êtres que l'on aime, s'écroulent et doivent constamment être reconstruits. Mais il y a deux types de barrages que l'on ne doit pas oublier. Le premier, c'est les barrages que l'on doit consciemment détruire pour pouvoir avancer. Une situation oppressante, par exemple, est un barrage et c'est à nous de jouer le rôle de l'océan, de revenir sans cesse jusqu'à pouvoir enfin le briser et retrouver notre liberté. Et Duras, de son côté, construit encore autre chose, un livre. Et ce livre qu'on tient dans les mains devient lui aussi une forme de barrage. Non pas contre l'océan, mais contre l'oubli. Puisque grâce à l'écriture, cette enfance misérable, cette violence coloniale et cette douleur familiale ne disparaissent pas complètement. Elles sont transformées en récits et survivent grâce à la littérature. Et si l'écriture n'a pas la force de sauver nos personnages ou de réparer leur vie, elle permet au moins une chose, donner une forme durable à ce qui aurait pu être englouti pour toujours. Au fond, c'est peut-être tout ça qui rend un barrage contre le Pacifique aussi bouleversant aujourd'hui. Parce que le roman raconte évidemment l'histoire d'une famille détruite par la pauvreté, par la fatigue, mais surtout par un système colonial profondément injuste. Il raconte aussi une adolescence, celle de Suzanne, qui découvre peu à peu le désir, le regard des autres et la difficulté de trouver sa place dans un monde où tout semble déjà décidé d'avance. Mais surtout, ce livre pose une question beaucoup plus vaste. Comment continuer à vivre quand tout paraît perdu dès le départ ? On a vu des personnages qui avancent malgré l'échec, qui continuent à espérer alors même que les barrages s'effondrent, que les rêves se fissurent et que le réel finit par reprendre sa place. Cette obstination, c'est elle qui donne au roman sa force émotionnelle. Parce qu'on dépasse l'Indochine coloniale ou le récit personnel de l'autrice. Les thématiques, plus larges, sont celles qui nous restent après la lecture du roman, ces luttes humaines que l'on poursuit parfois simplement pour ne pas disparaître complètement. Le barrage n'a jamais arrêté la mer, mais des années plus tard, Marguerite Duras a construit un livre, et celui-là, il a tenu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Brume littéraire. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et découvrir aussi tous les autres livres dont j'ai parlé dans ce podcast. Abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater. Et d'ici au prochain épisode, je vous dis bonne lecture.